Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour la présentation de la Tech Vision 2021 de Selensa. En préambule, je souhaitais, pour introduire en fait cette Tech Vision, une petite citation de notre direction. Nous écrivons aujourd'hui le monde des technologies de demain, où l'humanité est au cœur de la technologie. Pour reprendre cette citation et l'expliciter, nous vivons dans un monde technologique qui évolue de plus en plus vite. Cette accélération constitue un véritable défi pour les entreprises qui n'ont d'autre choix que d'anticiper pour rester compétitives et se démarquer de leurs concurrents. Mais les questions qui se posent sont nombreuses. Comment rester dans la course? Quelles sont les tendances de demain? Quelles technologies vont émerger? Comment évolueront les usages rendus possibles par l'avènement de nouveaux outils? Pour la première fois, en 2021, Selensa partage sa vision sur les usages et les technologies à s'approprier au cours des 5 prochaines années. Notre conviction est que tous seront orientés autour de la connectivité, qu'elle soit technique ou humaine. La connectivité fait désormais partie de notre vie quotidienne grâce au réseau, la 5G qui arrive par exemple. Chacun d'entre nous peut être connecté en permanence. Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle ou la robotique sont aujourd'hui des éléments indispensables aux entreprises pour répondre à ces nouveaux enjeux. Mais nous avons la certitude que la technologie ne remplacera jamais l'humain. Bien au contraire, elle est à son service. Il nous appartient de savoir comment l'anticiper, l'utiliser, la maîtriser, afin d'en faire un atout pour un monde plus simple et plus sûr. Trois axes. Nous avons nous avons découpé notre vision en fait technologique autour de 3 principaux axes et nous allons détailler ensuite les tendances sous-jacentes lors de cette présentation. Ces 3 axes sont people-centric, donc c'est l'approche centrée autour de l'humain, la partie resilient delivery qui consiste en la capacité de surmonter les obstacles, et ensuite la partie location pour localiser au plus proche justement des personnes les besoins et les technologies. Je vais maintenant laisser à Mathieu la parole pour parler des 3 premières tendances. Merci Sébastien. Du coup, la première tendance qui va être centrée autour de l'humain, c'est le data storytelling. Qu'est-ce que c'est que le data storytelling? L'objectif, en fait, c'est quoi? C'est d'oublier les tendances que l'on a actuellement, où on construit des jolis reports, mais qui ne donnent peu de sens à votre donnée. Sur quoi s'appuie le data storytelling? Déjà sur les outils qu'on a actuellement. Donc, on a notre donnée, et on va donner du sens à notre donnée grâce à des visuels qui vont permettre à nos utilisateurs métiers de comprendre leurs données. Ça peut être des barres graphes, ça peut être des cartes, des KPI X ou Y, mais néanmoins, cet élément n'est pas suffisant pour permettre à notre utilisateur métier de pouvoir réellement prendre une décision éclairée sur sa donnée. C'est pourquoi on se doit de rajouter la partie narration, qui est à gauche du schéma, qui a pour objectif en fait d'expliquer la donnée. D'un côté, on aura notre visuel, et d'un second côté, il faut qu'on rajoute toute une couche d'explication de cette donnée-là, pour permettre à notre utilisateur métier de s'engager sur les rapports qu'il voit, sur les KPI qu'il voit, et du coup, de prendre une prise de décision. Cette phase de narration, ce n'est pas les outils qui vont les apporter. Power BI, ClickSense ou autres sont des accélérateurs. Ils vont nous permettre de créer la partie reporting, de créer les visuels. Ce qui va nous permettre de faire la narration, ce sont vraiment le travail de nos data analysts. C'est eux qui vont rajouter cette couche de narration en faisant des enchaînements, par exemple, dans notre reporting, en rajoutant des contextes X ou Y, ou en rajoutant de la donnée autour de nos visuels. Un exemple tout à fait concret, on pourrait tout à fait imaginer dans une chaîne logistique un report qui nous affiche les performances d'aujourd'hui par rapport à la veille de notre chaîne logistique. Potentiellement, la performance pourrait être moindre. Ok, très bien, on est content de savoir ça. Maintenant, pourquoi elle est moindre? Et c'est là où il y a la narration à rajouter.
Potentiellement, ça peut être lié à un de nos appareils, par exemple un rouleau ou autre, qui est défectueux, qui fonctionne moins bien et qui du coup ralentit la chaîne de production et qui du coup amène à cette baisse de productivité au niveau de notre chaîne de production. Cette phase d'explication liée au rouleau, à la problématique logistique, elle est permise grâce au data analyst qui aura pioché une donnée supplémentaire, lui aura donné un sens, l'aura contextualisé dans le cadre de notre report pour permettre à notre utilisateur métier d'avoir une explication totale sur sa donnée, d'avoir une vue d'ensemble et du coup d'avoir une bonne compréhension de sa donnée et du coup de pouvoir prendre les décisions les plus adaptées. Notre second point, si tu peux changer de slide, s'il te plaît. La seconde partie est la partie qu'on appelle la resilient delivery. L'idée, en fait, elle est quoi? C'est qu'actuellement, on chiffre la donnée sur nos data lakes, sur nos bases de données, etc. On les chiffre at rest. On s'appuie sur le chiffrement fourni par notre cloud provider pour considérer que notre donnée sur le cloud est sécurisée. Néanmoins, pour les utilisateurs, ce n'est pas quelque chose de suffisant. Si on prend par exemple le cas d'Azure, on a chiffré nos data lakes at rest. Néanmoins, quelqu'un qui a des credentials suffisants pourrait tout à fait accéder à la donnée et lui, il la verra en clair. Comment fournir à nos utilisateurs une confiance suffisante dans cette donnée, comment lui donner suffisamment confiance sur le fait que personne d'autre à part lui ne peut accéder à sa donnée et que l'IA va être personnalisée pour lui avec des données qui sont sécurisées. Deux axes à ajouter sur notre donnée qui est chiffrée at rest. La première qui est de chiffrer la donnée pendant la transmission, mais aussi pendant toute l'exploitation de la donnée. Ce qu'on appelle l'exploitation de la donnée, ça va être par exemple de chiffrer les colonnes, si on prend le cas d'un data lake ou d'une base de données, de chiffrer nos colonnes et de mettre des mécanismes qui vont permettre le déchiffrement de la donnée à la volée, en fonction des droits de l'utilisateur. Et aussi, pendant les phases de calcul, notre modèle de machine learning, notre IA, n'a accès qu'à une chose, c'est de la donnée chiffrée. Et il faut du coup changer complètement notre paradigme en nous disant, je n'accède plus à de la donnée en clair, mais je fais tout mon travail sur une donnée qui est intégralement chiffrée, que ce soit au stockage, mais aussi pendant le traitement, et enfin, bien sûr, pendant la transmission, que ce soit en entrant ou en sortant vers nos utilisateurs. Notre troisième grand axe va être basé sur ce qu'on appelle l'hyper-automation. On a actuellement fait d'énormes travaux au sein de chez nos clients pour automatiser le plus possible leur processus métier. C'est bien, on a utilisé du Logic App, on a utilisé des Data Factory, par exemple, si on prend les sujets Azure. Néanmoins, on peut aller un peu plus loin. On n'est plus dans la logique d'automatisation de flux, mais dans la logique d'automatisation de processus métier basé sur l'IA. Un exemple concret, prenons les mails. On est tous débordés d'emails, il y a plein de sujets. Qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait d'avoir, par exemple, un bot, un système qui lit automatiquement nos mails, nous les trie et éventuellement les dirige vers la bonne destination ou pré-remplit des formulaires pour nous. Un exemple très concret qu'on a réalisé pour un de nos clients, c'est de pouvoir consommer des documents financiers, d'extraire les informations des documents financiers pour derrière permettre au métier une prise plus rapide de décision, remplir plus rapidement des informations dans leur récit interne, et ça sans avoir à lire intégralement de documents financiers. L'hyper-automation, c'est ça, ça allait plus loin, on n'est plus dans l'automatisation des flux, on va jusqu'à la lecture de la donnée, le traitement de la donnée, principalement grâce à l'IA et aux nouveaux services qui nous sont proposés actuellement, pour amener une couche d'automatisation supérieure, accélérer les usages de l'humain et accélérer derrière tous nos processus métiers. Je laisse la main du coup à Laurent sur la suite. Alors, une des autres grosses tendances du moment, c'est l'human augmentation. Ça correspond à utiliser la technologie et la science pour intensifier les expériences physiques et cognitives d'une personne. On va utiliser l'innovation pour assister l'humain dans ses activités et étendre ses capacités. En termes de ce qui est possible, donc si vous regardez sur le schéma à droite, il est possible d'étendre les capacités sensorielles. Donc par exemple, je vais être plus sensible à mon environnement et être capable de voir davantage de choses. Il sera également possible d'améliorer les capacités mentales en utilisant des méthodes pour mieux traiter l'information, pour mieux la stocker. Il sera également possible d'améliorer les capacités physiques et faire en sorte que je sois capable d'utiliser la technologie pour mieux agir sur mon environnement direct. Derrière, parmi les cas d'usage les plus importants, on a notamment la réalité augmentée.
où, par exemple, par le biais de lunettes connectées, je vais pouvoir observer mon environnement direct, je vais pouvoir voir les objets qui m'entourent, savoir par exemple quelle est la température des différents éléments, d'où proviennent les objets, qu'est-ce que je dois en faire, est-ce qu'il y a un risque au moment de la manipulation, et ça va justement me permettre d'être plus efficace dans mes opérations. Ensuite, il est également possible d'utiliser des équipements complémentaires comme des appareils qui vont bien s'adapter aux gestes humains. De cette façon-là, je vais pouvoir potentiellement soulever des charges plus importantes ou bien me déplacer plus facilement au sein d'une usine. Et derrière, on y voit des usages très intéressants, notamment dans le domaine de l'industrie, de la manutention ou de l'aéronautique. Avec l'Human Augmentation, on peut aller toujours plus loin. Donc, on pourrait imaginer des composants qui sont connectés directement au cerveau pour effectuer des différents types d'opérations. Je peux citer l'exemple de Neuralink, qui est une société fondée par Elon Musk et qui s'oriente vers ce type de recherche. Et sans aller jusqu'à la dérive que peut amener la science et l'innovation, on peut quand même imaginer des perspectives intéressantes dans le domaine médical. Alors, quand on prend du recul et qu'on s'interroge sur l'Human Augmentation, est-ce qu'on peut voir ça comme une réelle transformation? Eh bien, moi, je dirais que ça va dans la continuité, puisque l'homme a toujours cherché à mieux interagir avec l'environnement qui l'entoure et à mieux manipuler les objets qui sont en sa présence. En revanche, ce qui est différenciant avec l'Human Augmentation, c'est qu'on va mettre le focus sur l'intégration avec on va mettre l'accent sur les fonctionnalités et sur l'opérabilité. Les gestes seront plus naturels, d'où l'importance de l'Internet of Behavior. On va de plus en plus utiliser des devices complémentaires pour enrichir l'expérience. Et en ce sens, les recherches donc concernant le comportement, concernant la maîtrise des plateformes d'intelligence artificielle, d'objets connectés avec des capteurs qui vont nous permettre d'avoir des informations plus pertinentes sur ce qui nous entoure sont déterminantes. À cela, on peut parler d'une deuxième tendance qui est l'Empowered Edge. Passer sur le slide suivant. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça va être l'Empowered Edge? C'est le concept qui positionne les capacités de calcul, les capacités de traitement de l'information au plus proche des équipements connectés en bout de chaîne, et on pourrait l'apparenter à ce qu'on appelle le device démocratie. En effet, les équipements vont pouvoir connecter directement entre eux sans forcément repasser par le cloud. Alors derrière, on y voit des avantages, des gros bénéfices. Donc de façon naturelle, lorsqu'on travaille sur un système local, on va avoir moins de latence. On ne va pas dépendre de la connexion Internet, ce qui est quand même très intéressant dans certains types d'environnements. On va également pouvoir renforcer la sécurité, puisque lorsqu'on travaille effectivement localement, on aura moins de chances d'avoir des fuites de données vers l'extérieur. Et derrière tout ça, une des possibilités, c'est de pouvoir réduire le coût des plateformes. On imagine très bien que dans certains espaces, on dispose d'une connectivité Internet limitée. Et en ce sens, avoir ce type d'architecture permettrait d'enrichir les expériences sans avoir un coût trop important. En termes de cas d'usage, donc forcément dans l'industrie, dans l'agriculture, on peut profiter de ces fonctionnalités lorsque la connexion Internet n'est pas très bonne. On a quand même besoin d'avoir des équipements qui fonctionnent, et en ce sens, mettre l'accent sur l'Empowered Edge est important. Dans le milieu financier, là où les transactions financières sont le maître mot, on va pouvoir profiter des micro-transactions qui seront très réactives et qui vont permettre à certaines organisations de se
de se différencier vis-à-vis d'autres organisations, de leurs concurrents. Et enfin, au niveau des smart cities, on voit des perspectives très intéressantes où, dans la logistique, les voitures pourraient communiquer entre elles et interagir avec l'environnement urbain, par exemple les infrastructures routières, les panneaux, afin d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. Alors, derrière tout ça, est-ce qu'on pourrait se dire que ça ressemble à de l'on-premise, à du peer-to-peer? C'est vrai que techniquement, ça s'apparente un petit peu à ce type d'architecture. Néanmoins, je voudrais mettre quand même l'accent sur le fait que l'Empower Edge doit venir en complémentarité du cloud computing. L'idée, ça n'est pas de s'abstraire du cloud computing, puisqu'on a des avantages indéniables en termes de time to market, en termes de scalabilité, de maintenabilité. Néanmoins, il faut utiliser l'edge computing comme complément pour pouvoir atteindre justement des environnements qui ne sont pas facilement accessibles. Et il faut pouvoir reproduire les bonnes pratiques qu'on a pu avoir en termes de gouvernance, en termes de gestion de montée de version. Et derrière, encore une fois, des plateformes axées data, axées objets connectés, mais également des réflexions sur les schémas d'intégration permettent d'assurer une bonne synchronisation entre le système d'information on-cloud et les systèmes d'information au niveau Edge. Dernière tendance sur laquelle que je vais présenter, donc ce qu'on a en termes de cloud stratégie. La problématique du cloud, elle n'est plus nouvelle. Aujourd'hui, toutes les organisations en sont conscientes. Le cloud permet justement d'être plus agile, d'avoir un meilleur time to market. En revanche, quelles sont les trajectoires pour y parvenir? Là, on a différentes possibilités qui s'offrent à nous. On a ce qui est très naturel, donc la perspective du single cloud. Lorsque j'ai à ma disposition un nouveau cloud provider, je vais pouvoir utiliser des services en plateforme as a service pour justement gagner en agilité, créer des solutions modernes. Je vais pouvoir profiter des avantages en termes de maintenabilité, où on va s'orienter vers des modes de fonctionnement avec moins d'opérationnel. Et ça va me permettre de gagner en rapidité. Néanmoins, dans certaines configurations, ça n'est pas suffisant puisque justement, en s'aliénant à un seul cloud provider, eh bien, on pourrait faire face à des restrictions. Ces restrictions pourraient d'ailleurs venir de la réglementation. En ce sens, on peut aller plus loin, se dire que plutôt que d'avoir le cloud fourni par un seul provider, je vais attaquer plusieurs ressources au niveau cloud computing, plusieurs hébergeurs. On voit des avantages, mais on voit bien entendu un gros inconvénient en termes de coûts. Ça nécessite des ressources importantes en termes de personnes, en termes de formation. On pourrait s'orienter vers une autre optique, qui est la stratégie cloud agnostique. On va plutôt mettre l'accent sur ce qu'on a à notre disposition en termes de dénominateur commun. Donc là, on peut penser aux technologies de containerisation avec Docker qui potentiellement nous permettrait de passer facilement d'un cloud à l'autre et d'être plus flexible et moins aliéné. En revanche, il ne faut pas oublier que derrière, il faut monter une force importante pour pouvoir monter en compétences et gérer ces nouvelles technologies. Enfin, la stratégie cloud opportuniste nous permettrait de mettre plutôt l'accent sur les cas d'usage et d'exploiter au maximum les offres qui sont à notre disposition. On pourrait avoir des topologies vraiment très différentes, s'ouvrir aux partenaires de type SaaS, mais derrière, ce serait vraiment pour remplir des cas d'usage bien identifiés. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de meilleure stratégie cloud. En fait, ces stratégies cloud, dans tous les cas, elles dépendent de l'organisation. Elles dépendent d'un plan de montée en compétences qu'il faut mettre en avant. Et en ce sens, des modes d'organisation de type bimodal ou trimodal permettent d'aller plus loin dans la phase de modernisation de l'IT.
je laisse la main à Sébastien, du coup, pour terminer. Tout à fait, merci, merci messieurs. Moi, je vais vous parler effectivement de la partie transparence et traçabilité. L'année 2020 a été une année charnière pour l'informatique, due aux conditions exceptionnelles que nous avons vécues et à la généralisation du télétravail. La transformation des entreprises nous impose d'assurer la transparence et la traçabilité des données pour rassurer les clients et les utilisateurs. En ce sens, les valeurs de transparence et de traçabilité se retrouvent dans toutes les structures de la société, politique, banque, supply chain, marketing et RH, et j'en passe. Autre que la finance, la supply chain et la food tech transforment leur secteur en utilisant la blockchain comme support pour réduire les coûts, améliorer la qualité de service et la transparence des processus. Désolé. Pour les entreprises, la supply chain est un domaine essentiel qui consiste à suivre la provenance et le parcours des produits de bout en bout. Le besoin de visibilité étant plus prégnant, les entreprises sont dans l'obligation d'améliorer la transparence et la traçabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Ce concept permet de supprimer les intermédiaires de confiance et les services d'audit, ce qui améliore de fait le ROI de ces entreprises ainsi que la traçabilité. Dans la food tech, la blockchain se répand à grande vitesse sous l'impulsion des consommateurs qui désirent consommer plus de qualité et aussi de proximité. D'ici 2025, on estime que l'industrie alimentaire adoptera la blockchain pour tracer l'ensemble des denrées. La principale contrainte dans ce domaine reste la normalisation de ces interfaces pour garantir la portabilité des échanges et garantir les interconnexions entre les différentes entités qui vont alimenter ou qui vont lire ces blockchains. La normalisation est la mesure qui permettra d'adopter par le plus grand nombre cette typologie d'infrastructure. Un autre exemple, c'est l'univers du luxe. Dans l'univers du luxe, la blockchain est mise en avant pour couvrir le risque de contrefaçon et garantir la qualité des produits. Le suivi de la qualité est un cas d'usage classique de contrôle et de transparence et de traçabilité sur l'ensemble de la supply chain. La menace de contrefaçon, particulièrement importante dans ce secteur, ne cesse de grandir actuellement. La blockchain apporte aux utilisateurs une réponse outillée aux besoins de transparence sur les produits. Provenance, constitution, transformation, transport. L'évolution de ce système de sécurisation de données passe aussi par l'intelligence artificielle pour comprendre les besoins des utilisateurs et proposer de nouveaux usages pour les accompagner. Une autre tendance mise en avant est la Total Experience. La Total Experience est là pour améliorer les usages des utilisateurs grâce à la technologie. La Total Experience est la combinaison des expériences des clients, des employés et des dirigeants sur toute la chaîne de valeur d'une entreprise. Dans le cadre du commerce, la Total Experience est l'alliance de l'omnicanalité, de la gestion en temps réel des stocks et d'une gouvernance éclairée. Pour vous donner un exemple, côté client, pour assurer aux consommateurs la meilleure expérience possible et omnicanal, les entreprises doivent mettre à disposition des outils. Quel que soit le type de consommation, le manque d'achalandage, de visibilité ou la complexité de recherche ou l'absence de structure de parcours des utilisateurs constituent des éléments défavorables au processus d'achat. L'objectif est de guider le consommateur dans le parcours d'achat, qu'il soit virtuel ou qu'il soit physique, pour les aider à trouver facilement les produits et veiller à leur disponibilité. Par exemple, une application mobile pourrait aider à la sélection des produits
de manière dématérialisée, ainsi qu'au suivi du parcours une fois dans le magasin. En temps réel, dans le magasin, on pourrait se servir de ces mêmes données pour permettre de soumettre de nouveaux produits qui seraient par exemple en promotion ou qui seraient en rapport avec le panier du consommateur. L'omnicanalité est indispensable pour améliorer l'expérience du consommateur. Côté commerçant, pour répondre à ces attentes, les commerçants doivent équiper leurs employés et éviter les frustrations des consommateurs. Le bon achalandage est indispensable. Il repose sur une bonne gestion des stocks et sur une bonne gestion de toute la chaîne d'approvisionnement logistique. Pour être en mesure de satisfaire ces besoins, les commerçants peuvent s'appuyer sur des applications de gestion de stock en temps réel dans les magasins et se relier aux outils précédents des clients qui vont pouvoir décrire leur panier et on va pouvoir suivre leur consommation, à des algorithmes de calcul du plus court chemin pour aider leurs employés à un meilleur achalandage et à faciliter le parcours en magasin, que ce soit pour l'achalandage ou que ce soit pour du picking, à des algorithmes de cartographie auto-apprenant pour modéliser le magasin et la répartition des produits dans le magasin et ainsi pouvoir alimenter à la fois les outils de leurs employés pour l'achalandage et aussi les outils des consommateurs pour faciliter leur parcours dans le magasin ou pour pouvoir leur proposer, le cas échéant, lors du passage devant un produit, mis en avant ce produit dans leur panier. Et pour finir, par exemple, des rayons intelligents qui peuvent donner en temps réel l'état des stocks présents en rayon. Une meilleure gestion des stocks et de ses ventes permet au gérant d'améliorer son rendement, mais lui impose de s'assurer de son parcours logistique en amont. Le commerçant est plus soumis aux variations d'approvisionnement et il doit gouverner plus finement ses commandes et ses livraisons. La transparence et la traçabilité de la supply chain sont de nouveaux outils à disposition des entreprises pour améliorer la gestion des stocks en temps réel et leur approvisionnement. Comme on peut le voir sur le schéma de droite, ces trois éléments, que ce soit le client, les employés ou la partie ou le management de l'entreprise, c'est un cercle vertueux qui doit être mis en œuvre avec différentes applications, qu'elles soient mobiles, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, qui utilisent la géolocalisation, qui utilisent des retours d'intelligence artificielle et de business intelligence. Tous ces éléments-là doivent être mis en commun pour améliorer l'expérience des trois parties, le client, les employés et la direction, pour créer de la valeur et faciliter le parcours de chacun. Un autre trend est la partie Green Cloud Computing. Aujourd'hui, le Green Cloud Computing est l'application du Green IT au cloud. Le Green Cloud instaure une nouvelle ère pour le cloud et impose de repenser et optimiser les applications pour réduire l'empreinte environnementale et financière. La pollution liée à l'informatique est 2 fois plus importante que la pollution de l'industrie aéronautique commerciale. On entend encore très récemment le coût du calcul sur le Bitcoin représenterait, selon les estimations, l'énergie pour ce calcul représente à peu près l'énergie dépensée par un pays comme l'Argentine. C'est énorme et ça n'est pas fait pour diminuer dans les prochaines années. Des axes d'optimisation mis en avant dans le Green IT est le passage sur le cloud public. C'est le premier point. Il constitue une étape importante qui ouvre la porte vers de nouvelles optimisations portées par le Green Cloud. Par exemple, Microsoft met à disposition une application Power BI pour travailler sur l'impact écologique de l'infrastructure des projets dans le cloud public Azure. Les services SaaS et les services PaaS ont l'impact le plus maîtrisé.
les cloud providers veillent à ajuster au plus près la puissance et la consommation énergétique de ces services pour minimiser les coûts. Cette maîtrise des coûts est un levier pour maîtriser l'impact écologique. Le lien entre le green cloud et l'infrastructure est direct, mais l'infrastructure n'existe que pour être au service des applications. Le code des applications est un levier important de la réduction de l'empreinte CO2 sur plusieurs niveaux. L'optimisation du code est vue comme un vecteur d'amélioration des performances et peut s'accompagner d'une réduction des usages de CPU, de mémoire et donc de l'empreinte CO2. Les langages compilés de type C et Rust sont plus économiques en énergie devant les langages de machines virtuelles comme Java et C#, et très loin devant les langages interprétés de type Ruby, Python et Perl. L'IA est une très grande consommatrice d'énergie et le sera encore plus demain, compte tenu de l'accroissement de ses besoins et de la complexité des calculs qu'elle draine. Au même titre que la qualité de code, il devient indispensable de mesurer la qualité énergétique du code. Pour reprendre, nous avons deux leviers. Nous avons les leviers sur la partie infrastructure avec l'amélioration de l'utilisation de nos services et l'utilisation majoritaire des services SaaS et des services PaaS. Et de notre côté, l'optimisation de nos développements logiciels comme levier potentiel pour améliorer notre empreinte énergétique. Le Green Cloud Computing doit devenir un des fondamentaux de l'architecture et du développement logiciel. Pour finir, je souhaite remercier Laurent, Yann et Mathieu pour le travail réalisé pour cette première édition de la Tech Vision 2021 de Selensa. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2022. Merci à vous et merci pour votre écoute.